Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Êtes-vous prêt à affronter le prochain crash boursier? Warren Buffett a un plan qui pourrait bien nous sauver la mise. Octobre 2008, Wall Street s'effondre, des banques centenaires disparaissent, des milliards s'évaporent en quelques heures. Des traders quittent leur bureau, l'air dépité, des épargnants américains voient leur retraite fondre. La panique est partout. Et pourtant, au milieu de ce chaos, un homme reste calme. Il observe, il analyse et il achète. Cet homme, c'est Warren Buffett, le plus célèbre investisseur au monde. Il investit des milliards dans des entreprises que tout le monde a fui. Pourquoi? Parce qu'il sait une chose, la peur est temporaire. Mais la valeur, elle, finit toujours par revenir. Aujourd'hui encore, les marchés boursiers corrigent violemment. Les portefeuilles souffrent. Les tensions commerciales s'intensifient. L'économie ralentit. Et une fois de plus, la peur est partout. Certes, ce n'est pas une crise comme en 2008. Il n'y a pas de banque qui tombe, pas d'explosion du crédit, mais une chose ne change jamais. La panique des marchés et la manière dont certains investisseurs savent en tirer parti. Alors, quand la peur revient, la vraie question est: faut-il fuir ou agir intelligemment? Que faire quand tout le monde panique? Une chute de la bourse représente-t-elle une opportunité ou est-ce que c'est un piège pour les investisseurs? Avant de plonger dans ce qui secoue les marchés aujourd'hui, faisons un petit détour rapide par l'histoire. 1929, le jeudi noir. La bourse de New York s'effondre après une phase d'euphorie spéculative. C'est le début de la Grande Dépression. Des millions de personnes perdent leur emploi et leurs économies. 1987, le lundi noir. En une seule journée, le Dow Jones perd plus de 22%. C'est encore aujourd'hui une des plus fortes chutes journalières des marchés américains. Et pourtant, les fondamentaux économiques ne l'expliquaient pas. En 2000, c'est l'éclatement de la bulle Internet. Après des années de spéculation autour des valeurs technologiques, la réalité rattrape les attentes. Des milliers d'investisseurs particuliers voient leur portefeuille divisé par 2, voire 3. 2008, la crise des subprimes. Les prêts immobiliers à risque entraînent l'effondrement du système bancaire mondial. Lehman Brothers fait faillite et les bourses du monde entier plongent. 2020, la crise sanitaire. En quelques semaines, les marchés perdent près de 35% avant de rebondir aussi vite, grâce notamment à l'intervention des banques centrales. Des crises, il y en a eu d'autres. Chaque crise est différente, mais une chose ne change pas. La panique est cyclique et les rebonds le sont aussi. Avant d'aller plus loin, si tu veux progresser dans ta compréhension de la bourse, de l'investissement et plus largement de l'éducation financière, pense à t'abonner, à liker cette vidéo et à la partager à quelqu'un que ça pourrait aider. C'est gratuit et en retour, ça m'aide à continuer à partager ce type de contenu éducatif sur la bourse et l'investissement de manière accessible et indépendante. Allez, on passe maintenant au contexte actuel. Depuis quelque temps, la bourse dérape. Les marchés financiers deviennent nerveux, le VIX, qui est l'indice de la peur des marchés boursiers, grimpe nettement au-dessus de sa moyenne. Quant à l'indice Fear and Greed, peur et cupidité, il bascule en mode peur extrême. La peur est bien là, mais pourquoi? Comment réagir en tant qu'investisseur quand on est confronté à une baisse des marchés, voire à un crash boursier? Le contexte économique. Lorsqu'un dirigeant politique relance une politique protectionniste, comme des hausses de droits de douane massives sur les importations, l'idée est souvent de protéger l'industrie nationale. Mais ce type de décision entraîne souvent les réactions en chaîne. Les partenaires commerciaux ripostent, les prix augmentent et la croissance ralentit. C'est ce qu'on appelle une guerre commerciale. Et dans une guerre commerciale, finalement, tout le monde perd. Pourquoi? Parce que ces taxes font grimper les coûts. Les produits deviennent plus chers pour les entreprises comme pour les consommateurs. C'est de l'inflation importée. La hausse des tarifs se répercute sur les consommateurs. Et donc, quand les prix montent, la consommation ralentit. Moins d'achats pour l'entreprise, ça signifie moins de chiffre d'affaires et également moins de bénéfices. En parallèle, les entreprises réduisent leur investissement, voire licencient. Et tout ça, ça va créer de l'incertitude économique, un mot que les marchés détestent. On entre alors dans un cocktail explosif, un vrai cercle vicieux, inflation persistante, croissance mondiale en baisse, tensions commerciales, instabilité politique et incertitude généralisée. Et tout ça combiné secoue sérieusement les marchés financiers et l'univers de l'investissement. Et donc, quand le président américain Donald Trump prend la décision d'augmenter les tarifs douaniers,
Ça entraîne un enchaînement en cascade qui impactera forcément les marchés, voire pire pour certains qui parlent de récession économique. Mais comment savoir ? Bon, déjà, personne n'a une boule de cristal pour dire ce qui va se passer demain. Par contre, on dispose d'un certain nombre d'indicateurs à surveiller et à surveiller de près quand une mauvaise nouvelle, comme la hausse significative des tarifs, intervient. Maintenant, place à quelques indicateurs clés. Le VIX, surnommé l'indice de la peur, lui, il va mesurer la volatilité attendue. Quand il augmente, ça veut dire que les marchés deviennent nerveux. Et il y a souvent une corrélation entre une hausse du VIX et une baisse des marchés boursiers. Autre indicateur à regarder, la hausse rapide des taux directeurs. Petit rappel, les taux directeurs, ce sont les taux d'intérêt fixés par la Banque centrale, comme la Banque centrale européenne, la BCE, ou la Fed aux États-Unis. Lorsque la hausse des taux directeurs est trop brutale, parce qu'on a besoin de casser la dynamique d'une hausse rapide de l'inflation, ça peut étouffer la croissance. Pourquoi ? Simplement parce qu'emprunter de l'argent coûte plus cher aux consommateurs, aux entreprises et aux États. C'est ce qui s'est passé en 2022-2023. Il y a encore d'autres indicateurs, comme par exemple les marges bénéficiaires des entreprises. Si elles sont en baisse, ça signifie qu'il y a un essoufflement de l'économie réelle. On a également le niveau d'endettement des entreprises, des États, des ménages. Trop de dettes devient dangereux lorsque les taux montent, surtout quand il s'agit de taux variables. Autre indicateur important, et c'est un des facteurs qui a mené le président américain Donald Trump à augmenter les tarifs douaniers, c'est la hausse des taux obligataires. Quand les taux obligataires augmentent, cela signifie que l'État doit emprunter à des conditions plus coûteuses. Résultat, le service de la dette, c'est-à-dire le montant des intérêts à rembourser, devient de plus en plus lourd dans le budget national. On peut donc consacrer moins d'argent à des dépenses publiques essentielles, comme par exemple l'éducation, la santé ou encore les infrastructures. Et en parallèle, cette hausse des taux obligataires, elle peut inquiéter les investisseurs sur la capacité d'un pays à rembourser sa dette, ce qui peut aggraver la situation. Et on entre dans un cercle vicieux, les taux montent encore, la confiance baisse, la devise peut parfois se déprécier et dans certains cas extrêmes, ça peut conduire à une crise de la dette souveraine. Ça peut également freiner les investissements des entreprises et donc au global de la croissance économique. Petite remarque, vous entendrez souvent parler de deux types d'intérêts. Les taux directeurs et les taux obligataires. Ce n'est pas la même chose. Les taux directeurs, ce sont ceux décidés par la Banque centrale. C'est un peu comme un thermostat économique. Si l'économie surchauffe à cause par exemple d'une inflation forte, la Banque centrale va augmenter les taux pour calmer le jeu. Si au contraire ça gèle, à cause d'une hausse du taux de chômage, d'une faible consommation et ou d'une faible croissance, de récession, alors elle va entamer des baisses pour réchauffer l'économie. Quand la Banque centrale augmente ses taux, les crédits coûtent plus cher. Ton prêt immobilier ou ton crédit auto, par exemple, va te coûter beaucoup plus cher. C'est ce qu'on a vu ces dernières années. Les taux obligataires, eux, ce sont les taux que l'État doit payer quand il emprunte de l'argent sur les marchés. Et là, ce sont les investisseurs qui décident, pas la Banque centrale. Si les marchés pensent que le pays est solide, les taux restent bas. S'ils doutent ou qu'il a trop de dettes, les taux vont monter parce que les investisseurs veulent être mieux payés. En résumé, les taux directeurs, c'est la Banque centrale qui dit « je veux influencer l'économie ». Et les taux obligataires, c'est un investisseur qui dit « je te prête mais tu dois me convaincre que tu es fiable ». Voilà, on a fait un petit tour d'horizon des principaux indicateurs. Bien sûr, il y en a d'autres. Ils ne donnent pas non plus de certitude, mais en tout cas, ils vont nous permettre de mieux comprendre le climat de marché. On passe maintenant à l'impact concret sur les marchés financiers. Quand savoir qu'on entre dans une phase de baisse de marché, de bear market ou de crash boursier? Forcément, s'il y a des choses qui se passent sur le plan économique et macroéconomique, ça va impacter les marchés financiers. Un premier indicateur qui permet de mesurer l'impact d'une décision politique sur les marchés, ça va être le VIX, comme on l'a déjà vu. Par exemple, suite au discours de Donald Trump du 2 avril 2025 sur l'instauration de tarifs douaniers extrêmement importants, le VIX, le lendemain, s'est emballé et a frôlé quelques jours plus tard les 60. On voit ici avec une augmentation qu'il dépasse sa moyenne historique.
Les investisseurs ont peur et ils anticipent de fortes secousses. Le marché était extrêmement volatile. En une journée, le CAC 40 a perdu 3,3 points, mais ce n'est rien comparé aux indices américains, avec le Dow Jones qui a perdu presque 4%, le S&P 500 qui a perdu 4,85% et le pire, le Nasdaq, où on est à presque 6 points de perdu en une seule journée, ce qui est vraiment énorme. Quant à l'indice Fear and Greed, il entre en zone extrême peur. L'indice est remonté depuis, mais il faut savoir que sur une échelle de 1 à 100, on est descendu très bas jusqu'à 3. Là, ça veut dire que rien ne va plus, la peur l'emporte sur la logique. Et quand la peur domine, les décisions deviennent émotionnelles. Un petit mot rapide sur les types de baisse. Quand on a une baisse qui est comprise entre -5 à -10%, on parle de repli technique. À -10, on parle plutôt d'une correction. À -20, un bear market ou marché baissier. Et au-delà, s'il y a une chute brutale, c'est un crash boursier. Après, ça va dépendre de la période étudiée. Donc sur un laps de temps, quand plusieurs indices boursiers flirtent avec les -10, ça veut dire qu'on entre clairement dans une phase de correction. Mais pourquoi les investisseurs vendent-ils? Eh bien, c'est parce qu'ils anticipent. La bourse regarde l'avenir, pas le présent. Et là, elle voit des entreprises qui vont vendre moins, des coûts qui vont exploser et des bénéfices qui vont chuter. Et ça, forcément, ça va avoir un impact sur le prix des actions. Si en plus on rajoute à ça la psychologie des marchés, avec une déclaration politique, une statistique décevante, une rumeur géopolitique, et là, tout peut s'emballer vers le bas. Et sur les marchés, quand la confiance disparaît, les ventes s'enchaînent, les marchés paniquent. Ce qui est intéressant, c'est que parfois ce n'est pas la nouvelle elle-même qui crée le mouvement, mais c'est plutôt la manière dont le marché l'interprète. C'est pour ça qu'on dit logique ou pas, c'est le marché qui a toujours raison. Et là, vous aurez l'intervention de certains experts, comme Tom Lee par exemple, qui est stratégiste bien connu à Wall Street. Au lendemain du discours de Donald Trump, il a estimé que si le discours politique s'assouplit, on pourrait assister à une reprise rapide des marchés. Il parle de reprise en V avec un rebond potentiel à 2 chiffres. Mais en réalité, personne n'a de boule de cristal. Une fois de plus, c'est le marché qui a raison. En résumé, ce genre de correction boursière est souvent le résultat d'un enchaînement logique, décisions politiques, tensions commerciales, inflation, baisse des perspectives économiques, psychologie collective et une bonne dose de panique. Maintenant, une question essentielle. Comment réagir quand on est actionnaire ou investisseur particulier face à une chute des marchés boursiers? Faut-il vendre? Faut-il acheter? Ou encore faut-il attendre? En général, dans ces situations, on va avoir 2 types d'investisseurs. Ceux qui voient la baisse comme une menace, eux, ils vont vendre leurs actions pour limiter les pertes, ils vont chercher d'autres actifs perçus comme plus sûrs, par exemple l'or, les obligations d'État, le cash. Ils vont éviter en tout cas d'investir dans des secteurs risqués comme la tech et pour certains d'entre eux, ils vont utiliser des stratégies de couverture ou de stop loss. Dans cette école, on va avoir Ray Dalio, fondateur de Bridgewater et investisseur très connu, qui va insister sur l'importance de protéger son capital dans des périodes instables. On a également Howard Marks, Doctrine Capital, et lui va souvent dire dans les périodes d'incertitude, mieux vaut jouer la défense. Ensuite, on a ceux qui voient la baisse comme une opportunité. Ils vont acheter des actions de qualité à prix décoté. Ceux qui ont une stratégie DCA vont avoir tendance à renforcer progressivement leur position en mettant plus de cash. Ils vont avoir tendance à rester calmes face à la volatilité et ils vont se concentrer sur les fondamentaux des entreprises, comme par exemple la rentabilité, le chiffre d'affaires, les dettes, les marges, etc. Ici, on va retrouver des investisseurs comme Warren Buffett qui a investi dans Goldman Sachs en pleine crise de 2008 alors que personne n'y croyait. Lui dit « Soyez craintifs quand les autres sont avides et avides quand les autres sont craintifs ». On a également Peter Lynch, qui est aussi un investisseur américain très connu, qui voyait dans chaque crise une occasion de renforcer des entreprises qu'il comprenait bien. Cathie Wood également, elle a continué à investir dans l'innovation et les techs en période de baisse. Maintenant, une question demeure. Quoi faire avec son argent dans cette période d'incertitude sur les marchés boursiers? Déjà, si ce n'est pas encore fait, la priorité est de constituer une épargne de précaution équivalente à 6 mois de salaire pour assurer sa sécurité financière. Il faut également veiller à faire un budget pour gérer son argent en évitant de vivre au-dessus de ses moyens. On ne doit pas investir l'argent dont on aura besoin sur le court terme.
Et on ne fonce pas tête baissée pour acheter parce que tout le monde le dit. Il est crucial de comprendre dans quoi tu investis. Pour l'investissement en bourse, si on a un horizon temporel à long terme, les fluctuations à court terme deviennent moins préoccupantes. L'histoire, en fait, elle se répète et elle nous montre que les marchés connaissent des hauts et des bas, mais qu'à long terme, ils ont tendance à croître. Les véritables risques concernent ceux qui paniquent et vendent, soit par peur, soit parce qu'ils ont investi sans comprendre les fondamentaux des actions en considérant l'investissement en bourse comme un jeu de hasard. Cela injecte de l'argent dans l'espoir de gains rapides. Ce n'est pas ma philosophie, ni celle d'une personne qui cherche à augmenter son patrimoine grâce à une qualité importante en investissement, la patience. En suivant un plan sur le long terme, dans 10 ou 20 ans, on se remerciera d'avoir investi pendant les périodes de baisse. Les marchés ont souvent fonctionné ainsi. Regardez les grandes crises, la Grande Dépression de 1929, l'éclatement de la bulle Internet en 2000, la crise financière mondiale de 2008, la crise de la dette souveraine européenne en 2011, la crise sanitaire en 2020, la crise énergétique mondiale en 2021-22, et même la baisse de 2025. En dehors de la période récente 2025, puisqu'on n'a pas assez de recul, où en sont les principaux indices boursiers depuis? Que ce soit le Nasdaq, le S&P 500, le Dow Jones ou encore le CAC 40, beaucoup plus haut. Malgré ces événements, les marchés ont continué à progresser sur le long terme. Même si les performances passées ne présagent pas des performances futures, j'ai personnellement tendance à être optimiste et donc je continue à investir. Ce n'est pas un conseil en investissement bien sûr, parce que investir comporte des risques de perte. Faites vos propres recherches. Ici, je partage mon point de vue. D'ailleurs, ça m'intéresse d'avoir le vôtre en commentaire. Personnellement, lorsque le VIX atteint des sommets et que le Fear and Greed Index est au plus bas, j'y vois une opportunité d'investir, car je prévois de conserver mes actions pendant plusieurs décennies. Donc, je charge. Bien entendu, cela nécessite une analyse approfondie des actions et de leurs fondamentaux. Et c'est justement ce que je fais. En résumé, il n'y a pas une seule bonne stratégie d'investissement. En fait, tout dépend de ton profil, ton horizon temporel et de ta capacité à garder ton sang-froid. Mais ce qui est sûr, les marchés baissiers sont souvent des périodes clés. Soit on subit, soit on construit. Les marchés boursiers ne réagissent jamais par hasard. C'est un mélange de politique, d'économie, de psychologie, mais aussi de stratégie d'investissement et de finances personnelles. Ce genre de période fait la différence entre ceux qui suivent les vagues et ceux qui prennent du recul. Depuis que j'investis en bourse, j'en ai retenu ceci. Les marchés montent, les marchés baissent, mais je reste fidèle à ma stratégie. Je ne suis pas là pour suivre la foule, je suis là pour construire de la valeur sur le long terme. Et donc je reste focus, je reste calme et je transforme la panique en performance. Si tu es resté jusqu'ici, c'est que tu fais partie de ceux qui veulent comprendre, progresser et construire quelque chose de solide. Tu es déjà en train de prendre une longueur d'avance. Alors je vais te partager une de mes stratégies gagnantes. C'est celle qui consiste à ramasser les dividendes de demain à prix d'hier. Comment ? En investissant dans des actions à dividendes croissants. Je t'explique tout ça dans la vidéo qui s'affiche juste ici. Et si tu débutes en bourse, j'ai aussi une vidéo qui t'explique comment investir en bourse quand on part de zéro. Tu peux la retrouver juste à côté. Enregistre cette vidéo pour y revenir plus tard et n'oublie pas le petit like qui fait toujours plaisir. À bientôt!